À la une de l'actualité ce soir, l'opérationnalisation complète de la force conjointe du G5 Sahel se profile à Ouagadougou. Réunis dans la capitale burkinabé, les chefs d'état-major des armées des pays du G5 Sahel insistent sur les moyens nécessaires à apporter pour relever les défis. Ils préparent aussi le terrain pour les ministres qui doivent se réunir ce dimanche. Et puis la pose de la première pierre d'une usine de fabrique de seringues et de gants pour les formations sanitaires du Burkina et de la sous-région. C'est une initiative privée qui va coûter à son promoteur environ 10 milliards de francs CFA et créera 700 emplois directs et indirects. À l'étranger, les Européens veulent sauver l'accord sur le nucléaire iranien en prenant les discussions en main. Après la décision du président américain Donald Trump de quitter l'accord, l'Allemagne et la France dénoncent une décision peu sérieuse. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Les chefs d'état-major du G5 Sahel sont à Ouagadougou. Ils réfléchissent à une opérationnalisation complète de la force conjointe. Car pour le président du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel, qui regroupe les chefs d'état-major de ces armées, le G5 Sahel est opérationnel depuis quelques mois avec des opérations en cours et déjà effectuées, mais aussi avec des opérations en préparation. Et à Ouagadougou, le comité prépare le terrain pour les ministres qui doivent se réunir ce dimanche. Explication, Abdel Aziz Yadjibou. Envers et contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes. À huis clos, les chefs d'état-major généraux des armées des pays du G5 Sahel et de la France gambergent. Les réflexions s'appuient sur les conclusions des travaux déjà effectués par les experts du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. L'objet de cette réunion, c'est faire le point de l'opérationnalisation de cette force-là. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il nous reste à parcourir? Le G5 opérationnel, ça fait déjà quelques mois. Je ne sais pas, certainement vous avez dû entendre parler de certaines opérations qui ont été menées. Vous avez peut-être entendu parler de l'opération Aoubi il y a quelques mois. Vous avez entendu parler de l'opération Bangali et d'autres opérations qui ont été déjà exécutées, qui sont en cours ou qui sont planifiées et qui seront conduites dans les semaines ou les mois à venir. Une force, ça demande beaucoup de moyens. Nos États ne sont pas des États très riches. Donc évidemment que des difficultés, il y en a. Nous cherchons à les surmonter, d'abord en comptant sur nos propres ressources et ensuite en faisant appel à nos partenaires stratégiques. Pour que ces efforts de réflexion portent fruit, l'accompagnement d'une volonté politique s'impose. Et c'est dans cette logique que les ministres des pays membres du G5 Sahel vont à la lumière des travaux des experts et des chefs d'état-major pour suivre les échanges. Dans l'actualité ce soir, on parle de la campagne de mangue dans le pays. Cette année, plus de 300 000 tonnes de mangue sont attendues. À mi-parcours, la campagne s'annonce bonne. Les raisons de cette prochaine embellie, la victoire sur les mouches de fruits. Le constat avec Karim Sissé. C'est jour de cueillette dans le verger de Karim Traoré. Un verger situé à Diosogo, à une quinzaine de kilomètres de Orodara. Et pour cette campagne, Karim Traoré, tout comme les autres producteurs de mangue de la province du Kénédougou, espère faire de bonnes affaires, vu la physionomie des fruits. Les fruits se présentent bien. D'habitude, à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de pertes dues aux mouches de fruits. Voyez-vous que cette année, les gens ont mis le bouchée double pour que nous, les producteurs de mangue, on ne perd pas. Si la campagne s'annonce bonne cette année, c'est dû à l'engagement des acteurs de la filière mangue contre les mouches de fruits. Depuis le démarrage de la campagne, des dispositions phytosanitaires ont été prises pour contenir ces insectes ravageurs. Un dispositif de lutte est déjà déployé dans les 8 provinces. Les premières actions de lutte, qui est la sensibilisation et le monitoring, ont démarré. Donc les premières invasions des mouches ont été contrôlées de telle sorte que jusqu'à maintenant on n'a pas signalé la
l'activité des mouches. Le Burkina Faso, selon les chiffres, produit environ 300 000 tonnes de mangue fraîche à chaque campagne. Et pour la présente campagne, les producteurs de mangue ont la ferme conviction qu'ils feront une production record. Je vous l'annonçais en titre, bientôt une usine de fabrication de consommables médicaux au Burkina Faso. L'unité qui va sortir de terre dans quelques mois fabriquera des gants et des seringues pour les formations sanitaires du Burkina et même d'Afrique. Coût de sa réalisation, quelques 10 milliards de francs CFA. Selon son promoteur, l'usine créera plus de 700 emplois directs et indirects. La pose de la première pierre est intervenue ce matin en présence de Jean Zongo et de Bouma Ernest Nebier. Bonne nouvelle pour les formations sanitaires du Burkina. Bientôt, elles pourront à tout moment et à moindre coût s'approvisionner en seringues et en gants made in Burkina à cause d'une usine de fabrique de consommables médicaux qui verra le jour sur ce site à Balkui, non loin du quartier Ouaga 2000. L'idée est d'un Burkinabé, Issaka Sanfo, avec l'appui de partenaires de la Corée du Sud et de l'État burkinabé. Dénommée Sefarzoum, la réalisation de cette usine va coûter plus de 10 milliards de francs CFA. Nous avons pris ce créneau parce que, ayant travaillé en Corée avec notre partenaire, on a trouvé que c'était un terrain très vierge. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui produit les seringues. Nous passons tout le temps à commander les seringues en Europe. Une usine qui, selon le ministre de la Santé, va aider l'État burkinabé à atteindre ses objectifs en matière de santé. Des consommables médicaux, des seringues pour toutes les dimensions, les adultes, les enfants, et puis des gants pour pratiquer des soins de qualité. Voilà l'importance de cette usine qui participe au programme présidentiel, qui participe au développement sanitaire. Pour le ministre en charge de l'industrie, l'usine Sefarzoum va renforcer le tissu industriel, un secteur secondaire qui contribue énormément au développement de l'économie burkinabé. Sefarzoum aujourd'hui est un beau projet. C'est plutôt un exemple même pour répondre au fait que les gens se posent la question de savoir si on doit continuer certainement donc à investir pendant qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont à la fois liés à un problème d'accompagnement, mais aussi lié à un management opérationnel même de cette unité industrielle. Aussi, il y a une floraison de nouvelles unités industrielles, on devrait pouvoir aller de l'avant. Le secteur secondaire prend de l'essor au Burkina Faso. Bientôt, d'ici 1 mois et demi, mon département va fournir une nouvelle stratégie nationale d'industrialisation avec un plan d'action budgétisé et des actions fortes. Selon l'initiateur du projet, l'usine va créer 700 emplois et ses premiers consommables médicaux sont attendus en mai 2019. Désormais, les contrôleurs du ministère de l'Environnement n'auront plus de soucis pour détecter les sachets, qu'ils soient biodégradables ou non. Le ministère vient d'acquérir des appareils qui permettent de détecter la présence d'éléments biodégradables. Pour le ministre Nestor Bassière, il fallait bien ces technologies pour éviter l'amalgame entre le consommateur, le distributeur et le ministère de l'Environnement. Bouma Ernest Nebier. Dans le cadre de la mise en œuvre sur le terrain de la loi 017 qui interdit la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages et les sachets plastiques non biodégradables au Burkina, les contrôleurs du ministère en charge de l'environnement n'auront plus de soucis pour savoir si un sachet plastique est biodégradable ou non. Cet appareil qu'ils viennent d'acquérir permet de détecter avec précision les sachets plastiques biodégradables. Pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir tester l'authenticité, pouvoir prouver aux consommateurs que les sachets que nous utilisons sont biodégradables. Aujourd'hui, il fallait ces appareils pour éviter l'amalgame entre le consommateur, le distributeur et le ministère de l'Environnement dans la mise en œuvre de la loi 017. C'est un appareil qui, selon les techniciens, est facile à manipuler et il est alimenté à l'aide d'une batterie. C'est un équipement qui permet de détecter les additifs dans les emballages et les sachets oxo-biodégradables. Il s'agit d'appliquer l'appareil. Si on applique l'appareil sur un sachet qui comporte un additif oxo-biodégradable, le sachet marque bon si on a l'additif à l'intérieur et marque absent s'il y a absence d'additif. Et indéterminé si la quantité d'additif n'est pas assez suffisante pour déclencher le processus d'oxo-biodégradabilité. Ce type d'appareil, le ministère en a acheté 5. D'un coût global de 150 millions de francs CFA, ces appareils seront mis à la disposition de 4 directions régionales de l'environnement et du laboratoire d'analyse de la qualité de l'environnement.
Le comité de pilotage du projet d'appui à la commune des communes de l'Ouest en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles PACOF-GRN s'est réuni à Bobo-Dioulasso pour sa première session ordinaire de l'année en cours. Objectif, faire le bilan de 2017 et revoir les programmes de travail et de budget. Martin Zerbo, Miroy Karol Tougouma pour les détails. Des échanges en plénière du comité de pilotage du projet d'appui aux communes de l'Ouest du Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles PACOF-GRN. Un projet qui intervient dans 5 communes de Haut-Bassin et 10 de la boucle du Mouhoun avec pour objectif la sécurisation foncière. C'est un projet qui accompagne les communes dans le développement économique de leurs communes, mais également qui accompagne les communes pour la mise en œuvre de la loi 034/2009 sur le foncier rural. Nous sommes à l'heure actuelle au stade où, avec les communes, on est en train de recevoir les premières demandes d'attestation de sécurisation foncière rurale. Ça veut dire que toute la structuration relative à l'offre de sécurisation foncière en milieu rural a été mise en place dans chacune des 15 communes d'intervention. À l'ordre du jour de cette session ordinaire, l'adoption du rapport d'activité de 2017. Elle nous permet de faire le bilan de 2017. Ensuite, il s'agira de revoir les programmes de travail et de budget révisés. Le projet PACOF-GRN est mis en œuvre depuis avril 2014 par l'État burkinabé avec la coopération de l'Agence française de développement. Le financement est de 6 milliards 101 millions de francs CFA. La fin du projet est prévue pour 2019. Les conseillers municipaux de la ville de Ouagadougou, appartenant à la majorité présidentielle, se sont retrouvés ce 12 mai à Kamsilga pour une journée dédiée aux conseillers municipaux de la majorité. Pour les initiateurs de la journée, l'occasion était belle pour davantage renforcer la cohésion au sein du groupe. Aruna Mari. La journée du conseil municipal de la majorité présidentielle de la commune de Ouagadougou se veut, au dit des initiateurs, une tribune de partage d'expérience pour une meilleure gestion des affaires de la cité. Pour ce premier rendez-vous, le MPP et ses alliés veulent cultiver le leadership au sein de leurs conseillers municipaux. La gestion municipale est jonchée d'épines. Il faut simplement de l'abnégation, de la combativité, de la persévérance et la conviction que quand on est sur le bon chemin, Dieu lui-même vous donne un coup de pouce. C'est normal que chaque groupe, soit ceux qui sont en charge ou ceux qui s'opposent, doivent avoir des temps de réflexion afin de contribuer efficacement au développement de leur commune. Et le bureau exécutif du MPP d'inviter les élus locaux à s'approprier ce nouveau cadre de concertation afin de mieux enraciner le parti présidentiel. Un enracinement qui passe également par les réponses apportées aux préoccupations des populations. Dans chaque secteur, il y a des problèmes qui sont posés. Il y a des défis de sécurité, il y a des défis de salubrité, il y a des défis de vivre même ensemble. Donc tous ces défis-là, comment nous, en tant que conseiller municipal, nous pouvons participer activement à faciliter la vie des gens dans la cité, à ce que la vie soit meilleure pour nos populations. Ces conseils municipaux vont aussi échanger sur les thématiques liées à leur immersion au sein de la population et sur la question sécuritaire. Des thématiques qui vont leur permettre de jouer pleinement leur mission et surtout d'affirmer leur leadership, selon le président par intérim du MPP. Et puis les jeunes de la commune de Barsalgo, nous sommes dans le San Matenga, ont lancé hier les 12 heures de tolérance religieuse. À l'occasion, leaders religieux, coutumiers et politiques se sont retrouvés. Ismaël Sirima pour les détails. Imam, Naba, curé et pasteur sur la même scène pour prôner la même religion, celle de la paix pour les enfants de Barsalgo et de tout le Burkina. Avec la jeunesse de Barsalgo réunie comme un seul homme, les leaders des différentes communautés religieuses
ont distillé un message rassembleur. Dans la parole de Dieu, il est écrit que c'est ensemble que les hommes peuvent faire de grandes choses. C'est de l'unité que naît le développement. Nous sommes très heureux de cette rencontre pour renforcer la cohésion à Barsalgo. Cette idée des jeunes est vraiment très bonne. Cette idée des jeunes est baptisée 72 heures de la tolérance religieuse à Barsalgo. Et pendant 3 jours, des dons de sang, des nettoyages de lieux de culte et des conférences sur la paix sont au programme. Que Dieu leur donne plus de force pour qu'ils puissent perpétuer cette activité à travers tout le Burkina. À la fin de cette journée, c'est des sentiments de joie qui m'animent. La cohésion, c'est une richesse pour pouvoir aller de l'avant. Et les différentes religions qui cohabitent ensemble peuvent surpasser les petites différences pour pouvoir travailler main dans la main. Cette action des jeunes de Barsalgo est soutenue par le ministère en charge de la jeunesse, qui a adressé un message de paix, source de joie de vivre, avant d'inviter les jeunes à travailler ensemble pour un mieux-être. Il y a 100 ans, l'église catholique s'est installée à Manga et pour célébrer ce centenaire, l'évêque de la ville a dirigé une messe ce samedi, une messe qui fait office de lancement des activités de cette commémoration dont le clou est prévu pour 2019. Roger Cam, Nathalie Sawadgo. Cette messe célébrée par l'évêque Gabriel Sayago marque l'ouverture officielle des festivités du centenaire de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Manga. Ces fidèles catholiques rendent grâce au Seigneur pour le don de la foi. Ce jubilé sera marqué spécifiquement à 2 niveaux. Au niveau organisationnel, où il faudra mettre bouchée double pour réflexionner, faire des réalisations et, j'allais dire, donner un cachet jubilaire à la paroisse cathédrale. Le deuxième niveau qui est plus important, c'est la préparation spirituelle. L'église de Manga a vu le jour en 1919. Depuis cette date, elle n'a fait que grandir et est devenue en 1997 une paroisse cathédrale. 100 ans d'évangélisation, cela se fête. Une célébration qui va s'étendre sur une année. Le coût des activités est estimé à 121 millions de francs CFA. Cela doit se faire avec la prière et l'engagement de tous pour la réussite de ce grand événement ecclésial prévu pour le mois de mai 2019. Il est placé sous le thème « 100 ans d'évangélisation de Manga, grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur ». Les merveilles du Seigneur accomplies dans nos vies sont énormes. Il y a les grâces de baptême, les grâces des différents sacrements que nous avons reçus et il y a aussi tout ce que nous avons pu réaliser comme infrastructure économique de développement que l'Église a apporté donc au niveau donc de Manga. Il est prévu l'organisation d'un panel en novembre prochain pour retracer l'histoire de l'évangélisation de Manga. De leur côté, les Sœurs de la Charité de Nouna, dans la Kossi, viennent d'ouvrir un centre socio-éducatif, un centre qui voudrait apporter sa contribution à l'éducation inclusive. Son inauguration est intervenue depuis avril dernier. Les détails avec Christophe Traoré, sur place à Dédougou. C'est cette coupure de ruban qui marque l'ouverture officielle du centre éducatif des Sœurs de la Charité de Nouna. Cet établissement, composé d'un préscolaire et d'un premier cycle, va offrir une éducation inclusive au profit des enfants de la commune de Nouna, de la province de la Kossi, de la région de la boucle du Mouhoun et même du Burkina tout entier. L'enfant doit accéder à l'école, mais ce n'était pas le cas. C'est ça qui nous a motivés de créer ce centre qui va accueillir, qui ne prend pas encore son nom, puisque c'est le côté de l'éducation qui sont là. Mais on a dit que c'est ce centre inclusif et socio-éducatif. L'Église nous a montré donc, son rôle de partenaire privilégié
donc pour justement l'atteinte de cet objectif-là en matière d'éducation, d'accès à l'éducation de qualité aux enfants vivant avec un handicap. La construction de ces centres-là va favoriser et permettre déjà de pouvoir passer à des taux de scolarisation assez élevés pour cette frange d'enfants de notre population. Le gouvernement du Burkina apprécie positivement cette réalisation qui entre en droite ligne avec sa politique nationale en matière d'éducation. Et le ministère en charge de l'éducation ne ménagera aucun effort pour soutenir de telles actions. D'un coût d'environ 130 millions de francs CFA, l'établissement est appelé à devenir un centre de formation professionnelle à l'avenir. Et puis l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina AUMB, qui tient sa semaine nationale de la solidarité islamique, est allée remettre des vivres, du savon, des chaussures et des vêtements aux pensionnaires de la prison civile de Ouagadougou. L'AUMB qui souhaite par ce geste insister sur la solidarité et l'entraide au profit des plus démunis de la société burkinabé. Maxime Zongo. Des vivres, des vêtements, du savon et des chaussures, ce geste à l'endroit des détenus de la MACO et de l'AMB, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. Une démarche qui entre dans le cadre de sa semaine nationale de solidarité islamique. Une semaine au cours de laquelle l'association récolte des dons auprès de particuliers et d'entreprises pour les redistribuer aux personnes qui sont dans le besoin. On a des frères qui sont détenus et qui ont besoin d'assistance. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont dans une prison que nous devons les fuir. Voilà, toute personne peut se retrouver en prison. Et il faut reconnaître aussi que la prison, comme je l'ai dit, c'est un lieu c'est une épreuve que les gens rencontrent, mais c'est aussi en même temps un cadre qui peut être aussi un cadre de rééducation, de réinsertion de ces personnes qui sont détenues. Cette lecture de cœur qui est un geste d'amour. Je trouve également qu'ils ne sont pas oubliés, que ceux de dehors, on pense à eux, et c'est ceux qui leur donnent le courage d'être et de surmonter aux problèmes de la prison. Les difficultés, il y en a, et ça ne manque pas. Voilà, et tous ceux vraiment qui sentent qu'ils peuvent faire quelque chose pour leurs frères, leurs sœurs en prison, qu'ils n'hésitent pas. La semaine nationale de la solidarité islamique est à sa 9e édition. Chaque année, elle permet d'apporter du soutien et du réconfort à des personnes nécessiteuses. En sport, les étalons juniors ont battu cet après-midi au stade du Katou à Ouagadougou les chevaliers de la Méditerranée de Libye par le score de 3-0. C'est une rencontre qui comptait pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations juniors phase aller. Le film du match avec Abdoulaye Kabouri. Les étalons juniors savent que pour jouer la CAN, il faut d'abord éliminer les chevaliers juniors de la Méditerranée de Libye. Les poulains du maître à penser Séraphin Dargani montrent de bonnes dispositions et ouvrent le score à la 11e minute par Abdul Faisal Tapsoba. Les Libyens sont sonnés, mais pas abattus. Ils reprennent confiance et égalisent à la 31e minute par El Kout El Mahdi. Le portier burkinabé Zégué Mohamed Traoré n'a pas la main ferme. 1-1, c'est le score à la pause. À la reprise, Séraphin Dargani apporte du sang neuf. La contribution des nouveaux à l'élan des victoires est perceptible. Salifou Diarrassouba, 13 en verve, marque le deuxième but burkinabé à la 89e minute. Abdurrahman Kwanda, entré en cours de partie sur un exploit individuel, crucifie dans les arrêts de jeu Massoud Mouad. Étalon junior 3, chevalier junior de la Libye 1. L'arbitre sierra-léonais Raymond Cooker met fin à la partie sur cette victoire des étalons. Rendez-vous est pris pour le match retour le week-end prochain à Tunis, en Tunisie. Et puis à l'étranger, les Européens veulent sauver l'accord sur le nucléaire iranien en prenant les choses en main après la décision du président américain Donald Trump de quitter l'accord. L'Allemagne et la France dénoncent une décision pour la chancelière allemande. Elle estime le peu de sérieux de la décision et les Français, quant à eux,
fustige cette attitude des Américains de se prendre comme les gendarmes économiques de la planète. L'Allemagne et la France ont à nouveau vivement réagi vendredi à la décision unilatérale des États-Unis de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. La chancelière Angela Merkel s'exprimait devant un congrès en Allemagne, à Münster. Il n'est pas normal qu'un accord qui a été ratifié, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité, qu'un tel accord soit dénoncé unilatéralement par l'une des parties. Cela porte atteinte à la confiance en un ordre international. Plus offensif, le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire a dénoncé la tentation des États-Unis de se prendre pour le gendarme économique de la planète. Qu'est-ce que nous voulons être? Nous voulons être des vassaux qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon à des décisions prises par les États-Unis d'Amérique? Ou nous voulons, nous, Européens, dire voilà, nous avons nos intérêts économiques, nous estimons que nous voulons continuer à faire du commerce avec l'Iran. De nouvelles manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs villes d'Iran, au cours desquelles des slogans anti-américains et anti-israéliens ont été scandés. Le drapeau des États-Unis a encore été brûlé. Les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques se verront mardi prochain à Bruxelles avec la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Ils y seront rejoints par leur homologue iranien. Et puis Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain de retour de Pyongyang, a annoncé que les États-Unis étaient prêts à aider Pyongyang, notamment sur le plan financier, si la Corée du Nord entamait une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Mike Pompeo était allé à la rencontre du dirigeant nord-coréen pour préparer le sommet du 12 juin prochain avec Donald Trump. De retour de Pyongyang, où il a de nouveau rencontré Kim Jong-un pour la seconde fois en un mois, le secrétaire d'État américain a évoqué vendredi des discussions bonnes et chaleureuses. Les deux hommes préparent la toute première rencontre entre un président des États-Unis et un dirigeant nord-coréen, prévue dans un mois à Singapour. Mais derrière les discours de façade et les gestes de bonne volonté de Pyongyang, Washington reste ferme. Si la Corée du Nord prend des mesures courageuses pour une dénucléarisation rapide, explique le secrétaire d'État américain, alors les États-Unis sont prêts à travailler avec la Corée du Nord pour la mener au même niveau de prospérité que nos amis sud-coréens. Dans le Colorado, le célèbre centre de commandement américain de la défense aérospatiale reste néanmoins en alerte, à la recherche du moindre indice de missile en provenance de la Corée du Nord. Le message est clair, le dictateur nord-coréen doit maintenant tenir ses promesses. Et puis, avant de vous quitter, une triste nouvelle. La mort vient de frapper encore dans la maison RTB. Christophe Yamiogo, du service technique à la radio nationale, est décédé dans la nuit de vendredi 11 mai à l'hôpital Yalgado Ouedraogo suite des suites de maladie. Christophe était de la promotion 2008-2010 de l'ISTIC au nom du directeur général de la RTB. Toutes nos condoléances à sa famille éplorée. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite des programmes sur la RTB. Au revoir.